Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Aujourd'hui, nous allons enfin analyser le pay-per-view le plus étrange, le plus cauchemardesque de l'année, Hell in a Cell. Et avec moi, pour m'accompagner sur cette analyse de l'enfer, j'ai l'ami Chris. Salut Chris. Salut Yerem, salut peuple de Catch-Up. Ouais, bienvenue dans la review de la cellule de l'enfer. C'est bon qu'on puisse. Ouais. Un pay-per-view qui a fait couler beaucoup d'encre, en particulier pour son main event, et on en parlera. On va se focaliser vraiment sur les matchs importants, puisque le booking de ce pay-per-view, on peut le dire, Chris, a été assez merdique, puisque jusqu'au pay-per-view lui-même, quasiment, on n'avait que 4 matchs qui avaient été bookés. Donc autant dire que il y avait du suspense dans la carte elle-même. Hein. Ouais, ça avait un côté intéressant quand même, justement, le fait qu'il y ait seulement 4 matchs de bouquet, c'est qu'on se disait que, du coup, pour une fois, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un pay-per-view de la WWE où il y avait des surprises, où la carte allait évoluer au fur et à mesure du pay-per-view. Puis bon, malheureusement, ils ont balancé déjà dès 2 heures avant déjà le pay-per-view, ils ont balancé les matchs qui allaient venir. Heureusement, j'y avais échappé, donc je me suis préservé la surprise quand même. Mais ça, c'était le seul point positif dans le fait de ne pas avoir booké beaucoup de matchs. Ouais, un peu de surprise, des surprises, il y en a eu, mais pas forcément sur les matchs qui ont été rajoutés. Alors il y a eu un petit main event où, Natalya a battu, Lacey Evans, mais on s'en fout. On Main s'en fout event complètement. du pré-show, pas du main Ah, j'ai event. dit main event, non, alors on va dire le main event du pré-show. Quand je vous disais que ce main event a fait couler beaucoup d'encre. C'est la bonne formule, le main event du pré-show, voilà. Non, les choses sérieuses commencent assez rapidement puisque le premier match de Hell in a Cell a lieu et il oppose Becky Lynch, la championne de Monday Night Raw, à Sasha Banks, qui est de retour et qui est méchante et qui veut tout démonter et qui surtout a déjà l'habitude de cette stipule. On se souvient de ce gros match face à Charlotte qui avait été quand même assez dantesque. Et Sasha Banks, elle va pas se laisser aller non plus cette fois-ci. Elle assure, puisqu'on a eu tout simplement un énorme match qui a opposé les deux filles. Alors, au début, ça n'a pas commencé directement sous la cage, puisque Sasha Banks n'a pas attendu que la cloche sonne pour commencer à tabasser la rouquine. Ça s'est retrouvé à l'extérieur, au moment où la cage, en fait, redescendait. Je me suis dit que Becky Lynch allait faire comme son petit copain Seth Rollins, qui avait failli se faire empaler par la cage. C'était il y a quelques années maintenant. C'était pas la cage, c'était pas Hell in a Cell, c'était les matchs en cage. Je me souviens, il avait failli se faire embrocher. Mais on revient après rapidement, malgré tout, dans la cage. Et puis alors là, ça s'envoie dans la gueule. Ça s'envoie dans le grillage diabolique de la cage. On a des grosses séries de near fall. Sasha Banks qui passe un énorme météoral sur Becky Lynch. Le bras de The Man qui est tordu dans tous les sens. Elle se fait exploser, je crois, le bras et la main dans la porte, c'est ça, ouais. Ouais, C'est peut-être au début, ça, quasiment. ouais, c'était ça, ouais. Ouais, c'est ça. Elle se fait péter la main, Becky Lynch, par la porte. Donc on a évidemment les explodeurs de Becky Lynch, les superplex depuis la troisième corde. Mais c'est compliqué pour Sasha Banks qui donne tout et Becky Lynch ne se laisse pas faire. On sort les kendo sticks, on place le back statement. Est-ce que Becky Lynch va taper? Non. Elle se glisse en fait en dehors du ring pour s'échapper. Une fois qu'on est en dehors du ring, Sasha Banks se prend des énormes coups de kendo stick à son tour. On a aussi une grosse séquence en fait où Sasha Banks a balancé plein de chaises sur le ring alors que Becky Lynch était en plein milieu. Becky Lynch prenait les chaises sur la gueule. C'était assez violent. Et le boss, donc Sasha Banks, la boss, donc se prend. Alors c'est le explodeur qui est balancé depuis la troisième corde sur la pile des chaises. Et du coup, Sasha Banks, et ça a pu surprendre certains d'entre vous, a abandonné sur le disarmer pour la victoire dans un match énorme qui a tout de suite montré que les filles avaient s'étaient entièrement approprié cette grosse tipu. Qu'est-ce que tu as pensé de cet opener, mon bon Chris? Ma foi, un bel opener, un excellent match. Ouais, là, Sasha Banks réitère en fait
une bonne qualité de match dans la cellule de l'enfer après le match contre Charlotte, comme tu l'as dit, qui avait été un grand match. Et bah là, à nouveau, j'ai trouvé que ouais, sur le coup, je me suis dit waouh, ça nous met bien dans l'ambiance du pay-per-view, ça. Hein. Ouais. Et, en plus, avec quelques moves bien stiff, je pense au double coup de genou là sur la table de Sacha sur Becky. Alors, le seul petit truc un peu drôle, c'est sur l'exploder souplex porté de la troisième corde sur les chaises. En fait, ça n'a pas véritablement eu l'effet qu'il fallait parce que Sacha est tombé de l'autre côté des chaises et par contre c'est Becky en retombant qui est tombée sur les chaises quoi. Donc ça j'ai trouvé ça un petit peu comique mais Ouais. un petit détail quoi. Le, C'est un classique hein, de ce genre de spot. le sens du détail à la Kyrias. Voilà donc du coup non écoute franchement très bon. Ouais c'était l'un des meilleurs matchs féminins pour moi à la WWE de l'année. Et Ouais. vraiment Sacha à fond dans son rôle de heel qu'elle tient vraiment toujours super bien. Quand je dis que ça a été Steve, ça l'a été vraiment, hein, parce que Bex, elle est blessée. Ouais. Et c'est pas du kayfabe, quoi. Elle est véritablement blessée. Ça a été un match bien violent. Et voilà. Et la surprise du chef, finalement, effectivement, Becky conserve. Donc, du fait des drafts, tout le monde pensait que, ouais, il y avait de grandes chances que Becky débarque à SmackDown. Et bah, du coup, elle reste la championne du show rouge. Ouais. Bon, ça l'a pas gêné hein, pour venir à SmackDown la semaine dernière, donc enfin la semaine dernière. Oui, c'est ça. Oh, je sais plus, je suis complètement paumé moi avec tous ces. Oui, c'était à SmackDown la semaine dernière qui était passé avec le Rock. Il va peut-être finir par unifier le titre féminin à ce rythme-là. Pourtant, on dit qu'avec le Non. draft et avec les deux shows, on dit que les deux brands vont vraiment être séparés, que la Ouais, wildcard ouais. va être enterrée. Donc, je sais pas ce qu'ils vont faire avec Becky Lynch, mais elle est tellement over, c'est tellement un truc de dingue, quoi. Ouais. Que bon, de toute façon, elle continue dans la vibe et elle a bien raison, la rouquine. Ouais, ouais, mais raison. Non, c'était un gros match avec. Tu sais, quand le match était en cours, vraiment, j'étais là. Je dis les deux peuvent profiter, la victoire peut profiter aux deux. Mais quelque part, je me disais, Becky Lynch, elle a besoin d'une grosse victoire dans une grosse stipulation face à quelqu'un qui a justement, qui a déjà montré qu'elle était balèze dans ce genre de stipulation. Donc, effectivement, cette victoire, bah, c'est une grosse victoire hein, pour Becky Lynch, mine de rien, qui repart sur qui enchaîne hein, à son tableau là de chasse. Elle commence à avoir un sacré paquet de têtes là, qui sont tombées. Donc ça va être, va falloir l'occuper la Becky Lynch hein, parce qu'effectivement, elle a un peu roulé sur tout le monde. Un autre match, je sais que tu l'attendais beaucoup celui-ci, puisque on a un tornado, ça c'est très important, un tornado tag match entre Luke Harper et Rick Rowan et l'incroyable duo formé par Roman Reigns, le Big Dog, et Daniel Bryan, l'ancien champion de la planète. Alors, on pourra en discuter, on a déjà discuté en large et en travers de cette drôle de duo qui a été formé par Daniel Bryan et son face turn un petit peu abrupt, mais voilà, on y est. L'ennemi de mon ennemi et mon ami, comme on dit. Donc, ils ont des ennemis communs. Donc, du coup, c'est une amitié d'un soir. Et écoute, je sais pas ce que tu en as pensé, mais c'était aussi un match assez costaud, puisque vu les bonhommes qu'il y avait entre les cordes, ça a démarré et ça a continué de façon assez violente. On s'envoyait des grosses mandales dans la gueule, quoi. Daniel Bryan qui jouait le High Flyer. Roman Reigns aussi nous a sorti quelques vaillantes sorties. Oui, où il saute la par-dessus la troisième corde, il fait des dives également. Hein. On a des Superman Punch, hein, distribution de Superman Punch. Un petit peu plus tard, on a des énormes dropkicks qui sont balancés sur Harper. On a une grosse powerbomb hein, depuis la seconde corde pour un gros near fall. Mais Harper va pas pouvoir, va se bouffer en fait un enchaînement super bien foutu. Vraiment, le finish du match était super, j'ai trouvé. Avec Daniel Bryan qui place son running knee, alors que Roman Reigns enchaîne avec un Superman Punch et un Spear également. Énorme, donc une victoire des gentils dans un gros match qui envoyait du pâté. Et à la fin, on va très loin dans le festin de Daniel Bryan, puisque Daniel Bryan réclame un gros câlin, comme il faisait à l'époque de la Team El No. Les fans veulent la même chose. Et Daniel Bryan donc soulève la main de son partenaire, de son acolyte d'un soir. Tout le monde est content.
Les top babyface sont là, ils ont gagné. Est-ce que tu as été satisfait de ce match que tu attendais avec impatience, Chris? Ouh, ah, c'était pas mal, c'était solide et c'était bien spectaculaire quand même. Il y a eu plusieurs passages que j'ai trouvé bien kiffants, en particulier tout ce qui s'est passé autour de la table des annonceurs, là, avec la préparation en fait des deux monstres qui veulent planter les deux faces, et puis finalement ça se finit avec un Spears un Spear de Roman sur la table des commentateurs. Tout ça, j'ai trouvé toute cette phase là bien bon. Et puis c'était bien, c'était rythmé et tout, quoi. Bah, quand il y a Daniel Bryan dans le ring, de toute façon, c'est toujours rythmé, quoi. Hein. C'est pas le genre à nous faire du Randy Orton. Mais globalement, ouais, c'était solide. Ouais, ça m'a peut-être moins embarqué que ce que je pensais, mais je sais pas. En fait, tu l'as dit au début, c'est l'histoire du face turn un petit peu enfoncé là de Daniel Bryan, et puis qui était tellement entériné à la fin du match là avec le hug voilà qui sortait un peu de nulle part. Alors c'est marrant quand on se rappelle que quand même la team El No Bryan Kane affrontait le Shield il y a quelques années de ça, quoi. Ouais. Et que Daniel Bryan utilise le ressort de la team El No avec Roman Reigns. C'était un clin d'œil. Est-ce que c'était là pour Daniel Bryan, ça serait pas étonnant. Mais c'était solide, c'était un bon match pour suivre le Becky Lynch Sacha. Donc du coup, jusqu'à ce moment-là, dans ce pay-per-view, j'étais bien comme il faut, j'étais bien hypé. Hein. Franchement, j'étais parti pour à me dire qu'on était lancé sur un gros pay-per-view là. Ouais, effectivement, je te rejoins. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce match-là, qui effectivement aurait été un excellent main event de Weekly. Nous qui réclamions des main events de Weekly qui se terminent avec des matchs, ça aurait très bien pu faire justement l'objet de être placé en Weekly, mais là, on avait un très beau match. Effectivement, il n'y a pas eu de grosse surprise, à vrai dire. Effectivement, on s'attendait à un match de gros costauds qui détruisent tout. C'est exactement ce qu'on a eu, un match de gros costauds qui détruisent tout. Effectivement, avec le côté top babyface ultime là, de Daniel Bryan, qui du coup a presque peut-être enlevé un petit peu de, pas de suspense, mais ce qui faisait un peu le charme de la team Elno, justement, c'est que c'était une team qui fonctionnait pas et qui à la fin arrivait à gagner. Là, on avait vraiment le power trip là, des deux top babyface qui ont réussi à avoir le dessus sur les méchants et ça s'arrêtait là. Donc effectivement, pas eu beaucoup de surprises. Mais à ce stade-là, pour un pay-per-view qui était booké comme un cul, je pense qu'on peut s'en contenter largement. Ouais, ça passe. Ouais. Ça passe Alors, bien, ça passe bien. Si on avait, alors, ouais. comme tu le dis, hein, si on avait les matchs de cette qualité-là en weekly, franchement, je pense que les notes de nos reviews seraient vachement plus élevées. Ah ouais, non, mais faut pas qu'ils aient peur de proposer ce genre de match en main event dans SmackDown, toi, hein, plutôt que des séquences de blabla où tu sais pas trop ce qui se passe. Donc typiquement, là, c'est le genre de match en fait qui fait tâche, qui ne fait pas tâche dans un pay-per-view, mais qui peut magnifier un weekly. Donc c'est ça qui est presque un petit peu frustrant, mais on va pas se plaindre d'avoir un match solide. D'ailleurs, celui qui a suivi était un match solide aussi, qui aurait eu toute sa place dans un weekly pour la peine, puisque on a eu Orton qui a affronté Ali. Alors, je crois qu'ils se sont embrouillés juste avant le pay-per-view et que c'est comme ça que ça a été booké lors du kick-off show. Ouais. Et du coup, on a eu un Randy Orton très focus sur empêcher. Il empêchait Ali de sauter dans tous les sens, quoi. Hein. Il l'a tenu au sol. Ali, à un moment, s'est retrouvé à la fin du match avec des côtes complètement pétées. Là, il avait des énormes hématomes sur les côtes et Orton en a bien profité. Un Ali valeureux, un Ali vaillant, mais un Ali qui à la fin perd dans un RKO encore surprenant. Il arrive encore à nous surprendre puisqu'on a Ali qui se prépare à faire son rolling facebuster là où il fait sa petite roulette avant de sauter sur son adversaire comme un petit cabri, mais il s'est fait cueillir comme un débutant, comme un bébé, parce que Randy Orton peut placer des RKO sur des bébés et des enfants. Et donc on a une victoire de Orton, mais alors Orton, je pense pas que tu sois passé à côté, mais il a passé beaucoup de temps à féliciter Ali, ou en tout cas à lui dire, toi, il faisait sa tête comme ça, genre ah ouais, pas mal, enfin toi, à reconnaître un petit peu l'adversité, quoi, hein, le côté très compétitif de ce match.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de ce match rajouté à la dernière minute? Bon, pour le coup, j'en ai pas pensé grand-chose. Tu sais, moi, je suis vraiment pas un fan de Orton Ah bon? il est tellement lent, tellement méthodique, comme on dit souvent. Ouais, on dit méthodique, ouais. Et que du coup, face à un Ali qui lui va à 10 000 à l'heure, bon bah voilà, c'est compliqué. D'un autre côté, les puristes diront que bah oui, justement, c'est là où est l'opposition de style. Il y en a un qui va à 10 000 à l'heure et puis il y en a un qui va à 2 à l'heure. Voilà, donc, il y a eu deux trois moves sympas pendant le match. Il y a eu surtout finalement le fait notable, ça a été le contre de Ali sur le premier RKO tenté. Mais je sais pas pourquoi, en fait, justement, ce contre, pour moi, en fait, ça a annoncé le fait qu'il y allait en avoir un deuxième et qu'il allait être fatal. Et, Ouais, et c'est classique, quoi. et ce qui s'est passé, c'était tellement archi classique. Donc, encore une fois, ah ouais, pour le coup, un match, oui, qui serait très bien passé en weekly, et dont là, je pense qu'à peu près tout le monde en avait à peu près rien à foutre. Il s'est pas passé grand-chose avec la foule de Sacramento pendant ce match. Non. Ali, comme d'habitude, a fait monter un peu la sauce avec le public. Et oui, après, le truc notable, c'est, encore une fois, tu l'as dit, de toute façon, c'est cette manière de RKO d'essayer de mettre over Ali en l'applaudissant, en lui faisant des espèces de Une petite compliments, tape, ouais. des petites tapes, tout ça, quoi. C'était bizarre. Bon, je pense que tout ça, ça a été booké dans l'optique fameux, j'en trouve plus mes mots, du fameux match de la team Flair contre la team Hogan à Crown Jewel. Ouais. Et donc voilà, c'est un premier teasing finalement du booking qui est pour le pay-per-view de l'Arabie Saoudite. Donc écoute, voilà. Moi je trouvais que ça n'avait Ouais. pas grand chose à foutre là. J'aurais préféré voir le titre intercontinental ou le titre US, mais bah voilà, on nous a mis un Orton Ali. Non, c'est vrai que là, on paye un petit peu. Alors, effectivement, alors, non seulement on n'a pas booké véritablement ce pay-per-view, mais à la place, on a pris plus de temps quasiment à booker le pay-per-view en Arabie Saoudite, juste enfin, la semaine des Go Home Show. Mais en plus, pendant le pay-per-view à Hell in a Cell, on nous book le pay-per-view en Arabie Saoudite, donc Crown Jewel. Effectivement, il y avait un sentiment assez global sur tous ces matchs qui ont été rajoutés à la dernière minute. De matchs qui n'avaient pas grand-chose à faire là ou qui étaient destinés à déjà autre chose. On passait déjà à autre chose. Donc effectivement, on va aussi passer nous à autre chose. Et cette autre chose, c'est le match tag team féminin qui opposait Alexa Bliss et Nikki Cross aux Kabuki Warriors qui ont enfin leur title shot en pay-per-view. Une équipe de japonaises qui a montré un peu plus les dents, un peu plus d'agressivité, jusqu'à tout simplement sortir la vieille astuce du green mist, donc ce liquide verdâtre utilisé par certains catcheurs japonais pour Cher au Great Muta. exactement. C'est le mist du Great Muta. Il y avait Pentagon Junior l'utilisait une fois de temps en temps à la Lucha Underground. Ah ouais, ok. Il y avait Drago aussi, je crois, Drago qui utilisait un peu ce système de vis. Drago, il avait toujours un truc dégueulasse dans la bouche de toute façon. Donc, Ouais. ouais, c'était surtout un hommage au Great Muta. Ouais, ou à Tajiri. Ouais, oui, Tajiri aussi, exact. Ouais. D'ailleurs, je me demande comment c'est ce truc. Tu sais, toi, comment c'est quoi? C'est une petite boule qu'ils ont dans la bouche, dans le slip, et puis qui se mettent dans la bouche juste avant la fin du match, quoi? Ouais, je pense que ça va être un truc comme ça. Hein. C'est comme pour le sang, hein, c'est pareil. Hein. Ouais, C'est les petites. de petites capsules et puis Ouais. tout dans le slibard. Et puis bah, dès qu'il y a moyen de la dès qu'il y a moyen de la percer entre les dents, bah, c'est parti quoi. Ouais, Donc, attention ouais, pas de la percer avant parce que t'as l'air un peu con là. ah ouais, si elle te pète dans le slip, c'est dommage. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu commences à avoir du verre qui sort du slibard. Oh là là, ça serait. J'ai envie de voir ça maintenant, mais bon, c'est pas grave. Tu chopes une tourista de mist. Donc Ah, c'est embêtant quand même. ouais, je suis pas sûr que la Sécu prenne ça en charge. Mais voilà, Asuka qui donc bah voilà, nouvelle championne puisque Asuka fait le tomber dans la foulée sur Nikki Cross. Hein, c'est Nikki Cross qui se bouffe ce liquide verdâtre dans la tronche. Et du coup, on a donc des nouvelles championnes japonaises qui, comme je l'ai dit, ont montré un peu plus d'agressivité. Une Asuka qui remonte un peu son côté un peu dément là, elle fait son grand sourire avec ses dents toutes vertes. Bah écoute, c'est un petit peu bizarre. On s'est beaucoup plaint de cette division par équipe féminine. Beaucoup attendaient que les Japonaises s'emparent enfin de la ceinture. On utilise un pay-per-view mal booké
pour le faire. Est-ce que tu penses qu'ils s'en sont plutôt bien tirés ou on peut déjà passer à autre chose? Oh, bah, en tout cas, respect aux 4 filles, parce que moi j'ai trouvé le match très bon. Et Ouais. moi j'ai accroché au match, quoi, sans aucun problème. En plus, le Green Mist, finalement, c'était aussi une surprise, quoi. Ça n'a pas été utilisé depuis des décennies à la WWE. Je sais pas, enfin, ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu ça. Euh, donc, ça peut paraître un peu too much pour quelqu'un qui voit ça un peu comme ça occasionnellement. C'est un peu too much, mais finalement, c'était pas si mal parce que ce Green Mist, c'est pas le finisher en lui-même, quoi. Elle porte un kick énorme à Nikki Cross pour finir le match, Asuka. Et, Ouais. et moi, je suis vraiment content de voir les japonaises championnes. Ouais, moi, je faisais partie de ceux qui l'attendaient. Mon seul regret, finalement, c'est qu'elles aient perdu Page en cours de route, parce que j'aimais bien les voir managées par Page. Et C'est vrai qu'on n'a pas vu Page, t'as raison. Page a disparu de toute façon des Kabuki Warriors. Et c'est un peu dommage. Mais sorti de ça, en termes de ring, c'était solide, c'était assez enthousiasmant. Les japonaises ont joué leur partition comme il fallait. Finalement, elles sont plus ou moins heal, mais leur alignement, il est presque un peu compliqué, quoi. Et du coup, voilà, Cross et Alexa, elles ont gardé quand même le titre à un certain moment. Je pense qu'elles vont rester un peu dans la course. Ça relance un petit peu ce titre qui était un peu, ouais, plus ou moins abandonné, quoi. Et Ouais. donc, moi, je trouve qu'il y a pas mal de plus dans ce match au final. Ouais, effectivement, bah écoute, on leur a donné 10 minutes là, elles ont bien utilisé. Et effectivement, c'est un peu ce qu'on peut espérer de voir de Asuka en équipe avec Kairi Sen, c'est ce côté très agressif qu'elle a. C'est effectivement les kicks qu'elle a placés elle a démonté Nikki Cross là, coup de godasse, c'était assez impactant et heu et on arrête de tourner autour du pot, quoi. On y va, toi. Bon, malheureusement, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque nouveau champion, nouvelle championne dans cette division, quoi, où tu es juste pressé que la ceinture change de propriétaire. Mais au moins, là, on a eu droit à un bon match qui. Le, le problème dans cette division féminine, j'ai envie de dire, c'est l'enrobage. C'est-à-dire que si tu veux, ça tourne autour des championnes avec la ceinture, quelles que soient les championnes. Mais si tu veux, derrière, il n'y a pas de profondeur de roster, quoi. Ouais. Il faudrait qu'on ait un package avec 4, 5, 6 équipes identifiées, tu vois, dans le roster, et puis que ça puisse tourner et déclencher des rivalités entre ces différentes équipes. Le Ouais. problème, c'est que tu vois, c'est tout le temps plus ou moins des one-shots ou alors des nénettes qui restent championnes pendant un moment et puis il se passe rien. Et puis tout d'un coup, paf, on sort une équipe du chapeau. Et tu vois, ça manque d'équipes identifiées pour moi dans cette division. Mais si c'est pour avoir des matchs de cette qualité-là, bah, il faut qu'ils creusent et puis il faut qu'ils essayent de bosser sur un truc un peu plus dense, quoi. Voilà. Ah oui, et puis ils ont le roster pour ça en plus. On peut pas dire qu'il manque de matière d'ailleurs, mais bon, hein, c'est que ils s'en foutent un petit peu pour l'instant de cette ceinture, de cette division. Donc espérons que ce soit le début d'une nouvelle ère. On y croit, mais on n'en est pas sûr. On enchaîne avec un autre match qui a été rajouté à la dernière minute. Alors celui-là, ce match ne ressemble à rien du tout, puisque On était à Raw, non? À ce moment-là, je savais plus si on était passé à Raw ou si on était toujours dans un pay-per-view là. franchement, Chris, mais moi je déjantais un petit peu parce que moi j'ai, pour être honnête, en fait, je l'ai regardé en 2 temps ce pay-per-view. J'ai zappé tous les matchs qui ont été rajoutés au dernier moment, dont celui-ci, pour me concentrer parce que j'avais envie de voir le main event comme tout le monde et que je voulais le voir en une fois parce que sinon j'y arrive pas. Et je me suis regardé les matchs, les autres matchs, quoi, les matchs de remplissage. Comme tu dis, les matchs d'Euro, je me suis regardé le lendemain et effectivement, mais quand tu enchaînais tous ces matchs-là, parce que enfin, ça enchaînait quand même Randy Orton contre Ali, après le match des filles et ce match-là, et encore un autre derrière dont on va parler aussi. Tout ça, mais tu dis, mais on est en plein weekly, quoi, effectivement. Et ça, là, ce match, donc, c'était The aussi, donc AJ Styles et ses deux potes, qui affrontaient les Viking Raiders. Et alors au début, moi, quand je les appelais, j'ai cru que ce serait Ricochet, toi, j'étais au courant de rien, j'ai dit Ricochet. Et du coup, quand le match a commencé, j'avais zappé l'entrée et je cherchais Ricochet, mais je le trouvais pas. Et tout d'un coup, je vois un tout gros se lever, un mec énorme qui fait 2,20 m, qui pèse 150 kilos. Et ce mec, en fait, c'est Braun Strowman. Lui, c'est pas Ricochet. Donc Et non. effectivement, c'était Braun Strowman qui était là. Et malheureusement, ce match va pas aller bien loin puisqu'on arrive assez rapidement à une disqualification causée par The aussi. Donc victoire des gentils à suite à la disqualification. Et c'est surtout le post-match qui
et intéressant, puisque Braun Strowman met une énorme patate à AJ Styles pendant que celui-ci avait armé son phénoménal forearm, justement. Donc Braun Strowman qui nous montre son point pour bien nous faire comprendre qu'il est prêt à péter les dents à un certain Monsieur Fury. Donc on nous book effectivement déjà autre chose, hein, une fois de plus. Une fois de plus. Ce qui rajoute à cette ambiance un peu de weekly où effectivement on book des pay-per-view alors qu'on est en plein pay-per-view. Ouais, voilà, ouais. T'as bien résumé. Et le problème en plus, si tu veux, c'est que moi, pour le coup, j'aime bien les 6 mecs qui étaient dans le ring. Tu vois, c'est pas, j'ai rien contre en fait les 6 gars présents. J'ai même d'un faible avéré pour un AJ Styles, tu vois. Et c'est, moi, j'ai pas compris qu'est-ce que ce match foutait là. Voilà, il n'avait aucun intérêt. Ça a été court en plus. Enfin, je veux dire, au final, c'était du remplissage. Vraiment, on était vraiment, alors là, pour le coup, dans du remplissage de pay-per-view. Je pense que les mecs, le matin de Hell in a Cell, ils sont dit, ah, putain, oh merde, il nous manque 12 minutes, les gars, avec les entrées comprises là. Bon, alors, attends, qui c'est qui est là? Qui c'est qui est dans les vestiaires? Ah, c'était assez laid. Et puis voilà, comme tu dis, on boucle Strowman déjà direct l'histoire avec Fury. Il n'y a que ça qui semblait les intéresser dans ce match-là. C'est dommage. C'est dommage pour les Viking Raiders qui commencent un peu à être remontés dans la carte et commencer à aller un peu mieux. C'est dommage pour Styles parce que voilà, il détient la ceinture US. Ça serait bien qu'il soit dans une rivalité par rapport à ça. Et ça serait bien que aussi, de toute façon, comme les Viking Raiders, soient dans une rivalité par rapport aux ceintures. Merde. Donc, il va falloir quelque chose, les amis. Là. Bon, enfin, en tout cas, voilà, on était à Raw. Voilà, pendant quelques minutes, on est passé à Raw. C'était le match pause pipi, mes amis. Voilà, si vous aviez envie de faire pipi pendant le pay-per-view, c'était le bon moment. C'est ça. On enchaîne ensuite encore un autre match de weekly, puisque Chad Gable affrontait notre bon roi Corbin, le roi Corbin, qui avait donc battu Chad Gable dans la finale de King of the Ring. On remet ça, pareil, hein, encore un match bouche-trou. Le roi Corbin peut remercier The Rock, puisqu'il a droit à ses chants STD, évidemment. Merci The Rock grâce à sa petite promo à SmackDown. Le match n'a pas énormément d'intérêt. On arrive rapidement sur la fin. On a un choc slam de la part du baron pour calmer Chad Gable. Corbin s'apprête à utiliser son sceptre royal, mais l'arbitre s'interpose. Les arbitres vont beaucoup s'interposer ce soir. On va en reparler lors du main event. Ils étaient bien impliqués. Ils ont dû avoir des consignes. Et Gable en profite pour nous faire un bon vieux roll-up, quoi, hein, des familles. Un joli roll-up à la Chad Gable pour la victoire. Et Corbin qui n'est pas content et qui, du coup, va devoir, aura envie de lui casser un petit peu la gueule à ce petit Chad de Gable. Du remplissage. 4e match de remplissage. Ça commençait à faire un petit peu beaucoup là, non? Ouais, alors là, ça ne m'a mais alors absolument pas intéressé. On en est au combien? C'était le 6e? 3e du coup là, non? 85. Ah non, il y a eu plus que ça. Ah non, enfin, de toute façon, même s'il y a eu moins ou plus, ça change pas grand-chose. Franchement, alors là, je t'avoue, alors là, je vais décevoir s'il y en a qui étaient fans de Corbin ou de Cable, mais là, ça ne m'a absolument pas intéressé. Et moi qui fais très très peu de fast-forward sur les shows, je reconnais humblement que j'ai fait du fast-forward sur ce match parce que vraiment, j'en avais mais rien à foutre. Donc, Ouais, personne n'en avait rien à foutre, hein. vraiment, je t'avoue que vraiment, ce match, je pourrais pas t'en dire grand-chose parce que de toute façon, il s'est passé toujours la même chose qu'il se passe avec Baron Corbin. Voilà, là, on nous a juste vendu Gable vainqueur, et puis c'était pour l'histoire de dorénavant, ça y est, on officialise son nouveau nom de Shorty Gable, voilà. Ok, Ouais. c'était super sympa la WWE, c'était formidable. Ouais, parce que c'est un peu plus tard, effectivement, c'est lors du pay-per-view où il se fait agresser un peu plus tard par Baron Corbin dans les escaliers, ouais, c'est ça, hein, il me semble. Oui, c'est tout à fait Ouais, ça. ça, ouais, c'est ça. Effectivement, la journaliste qui l'interview fait Excuse me, Shorty, Chad. C'est pas grave, tout va bien, t'inquiète pas. Mec, qu'est-ce que tu nous racontes? En plus, ils ont pas été foutus de faire un match qui aurait été au moins mieux que leur finale. Le match de la finale du tournoi était amplement plus intéressante que cette vieille itération toute pétée. Moi qui suis un grand fan du roi Corbin, je ne peux défendre et je m'insurge. Il mérite mieux, ce roi Corbin. Il mérite mieux.
On a juste eu, sachez que Tamina est de retour puisqu'elle a été championne 24/7 là, 24/7 pendant 24 minutes et elle retrouve à récupérer son titre. On arrive à l'avant-dernier match et c'est quand même ni plus ni moins que le championnat de SmackDown qui est remis en jeu. Bayley, donc la méchante Bayley ou cette version un petit peu Johnny Garganesque de Bayley affronte Charlotte, Charlotte, la 9 fois championne féminine dans un match de merde, tout simplement, puisque Bayley va passer pas mal de temps à essayer de péter le genou de Charlotte. Elle essaie de travailler un petit peu, voilà, affaiblir Charlotte pour justement anticiper le fameux figure eight. Charlotte va reprendre le dessus. Elle va aussi péter le genou pardon, de Bayley. Donc on se casse les genoux, mais à la fin, Charlotte, toute fringante, big boot, elle place son figure eight comme une fleur, comme si c'était rien passé, et Bayley qui tape, tout ça en 10 minutes, messieurs, dames. Plus de championnat pour Bayley, qui pleure aux abords du ring, qui dit taisez-vous, laissez-moi tranquille. Sasha Banks et Bayley, les meilleurs amis qui finissent le pay-per-view dans la défaite et dans les larmes au profit donc de Becky Lynch et de Charlotte, qui vient tout simplement de décrocher son 10e titre dans presque l'indifférence générale. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, respect à Charlotte quand même, 10 titres, elle continue quand même à être dominante et à être la meilleure catcheuse des, je sais pas, des 10 dernières années, des 5 dernières années, je sais. Ça, on peut pas lui enlever. Voilà, ça on peut pas lui enlever à Charlotte, très franchement. Alors, petit message personnel à notre ami Droop, un membre du peuple de catch-up qui est très critique parfois, et j'espère qu'il aura noté à quel point la pyro pour l'entrée de Charlotte était magnifique. Ah ça, ouais. C'était pas Ça, des c'était... lumières avec des LED, c'était une vraie pyro avec de la fumée, avec du poum, pchit, poum, waouh, c'était énorme. Quelle entrée pour Charlotte. Et puis écoute, le match, ouais, tu l'as dit, il a été moyen. Vraiment moyen. Ouais. C'est pas ce qu'elle pouvait nous sortir de mieux. J'ai un peu l'impression que Charlotte a un peu délivré la marchandise classique pour elle. Ouais, minimum. Et puis, Minimum syndical. le vrai minimum syndical de Charlotte. Mais parce qu'elle n'a pas été poussée dans le retranchement par Bayley, quoi. Et, Bayley, souvent, elle est lisse, sans aspérité. Sauf à la fin. Ben, moi, j'ai trouvé qu'à la fin, ses larmes et tout ça, tu vois, mon petit cœur, il s'est presque serré pour Bayley quand même à la fin. Ouais, mais c'est bizarre en termes de construction de personnage, je trouve. C'est que on a une Bayley qui a déjà fait son heel turn, alors un petit peu la Johnny Gargano, comme je disais, c'est-à-dire une heel qui s'assume pas ou qui ne se rend pas compte qu'elle est heel parce qu'elle continue à se comporter comme une top babyface quasiment. Mais c'est juste qu'entre-temps, elle a fait des crasses et elle a triché lors de son dernier match pour gagner face à Charlotte. Et là, à la fin, elle pleure, elle nous fait une espèce de dépression post-match. Elle se rend compte un petit peu, elle se prend un reality check là, parce qu'effectivement, en 10 minutes, elle s'est retrouvée à perdre face à Charlotte. Donc, grosso modo, c'est le vide intersidéral, il lui reste plus rien. On vient de la pousser là dans le canyon. Moi, non, mais j'ai trouvé ça assez bizarre. En fait, entre ça, j'aurais préféré voir ça. Une Bayley qui perd son titre et qui est en larmes et que ça enclenche le vrai heel turn, toi. C'était assez étrange, j'ai trouvé. Et en plus, tout ça qui a suivi un match vraiment médiocre. Je comprends pas qu'on j'imagine très bien qu'on a besoin de Charlotte avec la ceinture à SmackDown. Ça, enfin pour moi, la question se pose même pas de la raison pour laquelle on se retrouvait avec ce match que c'était envoyé expédié. Parce que le seul enjeu de ce match, c'était que Charlotte ait la ceinture à la fin, quoi, pour que Clair, et on de toute arrive. façon, c'était le truc, c'était qu'ils voulaient absolument mettre du Star Power, Ouais. division féminine à SmackDown, et que pour mettre du Star Power, il faut donner le titre à Charlotte, quoi. Il y a pas, de toute façon, je crois qu'il y a personne, si tu veux, je pense, à penser autre chose. Non. Après, Bayley,
qui continue vers le heel-turn. Enfin, je pense pas que c'est un heel-turn, je pense qu'elle est heel en fait dans l'absolu. Mais est-ce que là, ils vont pas nous la transformer en Captain Lexomil là, avec la pauvre là en larmes à la fin, elle va être en syndrome de stress post-traumatique. Ça va être terrible pour Bayley, quoi. Je suis très curieux de voir comment ils vont l'utiliser à SmackDown, Bayley, là, tu vois. Est-ce qu'elle va être conquérante et qu'elle va revenir dans le show et elle va dire à Charlotte, ouais, mais moi, c'est pas comme ça que ça se passera. Ou est-ce que en fait, on est en train d'assister plus ou moins un peu à l'enterrement de Bayley Je sais pas, j'ai des doutes pour l'instant. Bon, bah écoute, ça a au moins titille un petit peu notre curiosité, même si c'est un peu triste, hein, tout ça. C'est un peu triste, toutes ces championnes qui sont juste là pour passer les plats à Charlotte, Ouais. Ouais. Asuka il y a pas longtemps, et maintenant Bayley. C'est dommage de pas profiter de ces super catcheuses. Voilà, elle a peut-être ses défauts, Bayley. Vaut mieux pas lui donner un micro, mais elle aurait largement pu, ils auraient largement pu booker un match un peu plus costaud que celui-ci. Là, c'était un petit peu vain, et c'est un petit peu dommage. C'est un Moi, petit peu dommage. mon espoir, en fait, au niveau de SmackDown, au niveau des filles, c'est que je pense qu'il y a du côté de NXT, il y a pas mal de nénettes qui peuvent arriver et qui peuvent faire des impacts vraiment sérieux, quoi. Et j'espère que ça va aider un peu à renouveler cette espèce de cercle dans lequel on est avec les Four Horsewomen, tu vois, qui Mmh. se réaffrontent, se réaffrontent et se réaffrontent. Il va être temps de mettre du sang neuf Ouais. dans les shows de la WWE au niveau des filles et en particulier à SmackDown. Ouais, bah, je trouve ça vraiment dommage qu'on en soit arrivé déjà à se dire ça, alors qu'on venait quasiment à peine de se mettre dans la For Horsewoman era, quasiment, qui avait commencé au retour de Sasha Banks, qui avait tout déclenché. Et moi, j'étais assez excité à l'idée de me dire, bah voilà, on va réussir à faire des grosses rivalités, on va avoir des spots de ouf, des séquences dignes du tabassage avec Ronda Rousey là dans dans les voitures. Enfin, on retrouvait un petit peu cette brutalité. Toi, vraiment, cette rage qu'on aurait pu avoir entre les quatre, et finalement, tu as déjà l'impression que, ah, en fait, ouais, non, peut-être pas. On va peut-être passer à autre chose quand même. Et je trouve ça un peu dommage. C'est un peu dommage parce que c'est quand même, c'est que pas rien, hein, ces quatre nénettes là. Donc, bah écoute, on va voir, hein, on va voir, hein. C'est peut-être pas fini pour Bailey. Par contre, un pour lequel on pensait que ça allait être rapidement terminé ou que ça allait être sa dernière bonne soirée, c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui défend son titre ce soir contre The Fiend dans une cage. Alors on a eu un booking assez étrange, hein, où Seth Rollins a passé son temps à faire le chien mouillé, sa tête de Droopy, et The Fiend, Bray Wyatt qui agressait, qui ridiculisait un petit peu Seth Rollins avec ses mind games. Ce soir, on a probablement un des matchs les plus attendus de l'année. Tout le monde est excité, même si on pourra toujours reparler un petit peu de de ce Bray Wyatt là, qui a été propulsé, The Fiend qui était propulsé peut-être un peu trop rapidement au goût de certains dans la title picture, mais on y est. La cage s'abaisse, on a la grosse entrée, hein, toujours incroyable de The Fiend avec sa lanterne avec la tête de Bray Wyatt, et la lumière est rouge, et la lumière va rester rouge pendant tout le match. Qu'est-ce que tu as pensé de cette lumière rouge là? Est-ce que toi ça t'a gêné justement? On a un parti pris, la graphique qui a été mis en place. C'était assez étrange. Ouais, 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 ça m'a surpris de prime abord, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait un peu d'originalité, que tu vois, de temps en temps. Évidemment, je voudrais pas voir ça sur tous les main events et sur tous les pay-per-view et tout ça. Mais pour le coup, une fois dans l'année, je crois que c'est la seule fois dans l'année où on a vu un truc pareil, Ouais. dans un Hell in a Cell match, qui est censé être la stipulation quasiment ultime de la WWE. Donc moi, oui, de prime abord, au début, tu dis, ah, ça va être un peu gênant à suivre et tout, et puis finalement, tu t'y fais, et puis je trouvais que ça mettait une certaine ambiance, tout ça. Donc non, j'ai pas été... je trouvais ça plutôt pas mal. Je peux pas dire que ça m'ait dérangé, cette histoire de ring rouge. Ouais, moi j'ai kiffé aussi. Je suis comme toi au début, je me dis: «Qu'est-ce que c'est?» Et après tu t'habitues. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le début d'un long cauchemar, un cauchemar, sans fin, hein, pour Seth Rollins. Alors le match commence, on s'envoie un peu dans les grillages, ce qui n'a pas plu à Giscal, il a pas aimé qu'il se balance comme ça dans les grilles. Mais on sort les kendo sticks pour Seth Rollins. The Fiend place, 2-3, je crois qu'il en place 2, hein, des Sister Abigail, un à l'extérieur
Il y a un autre pour le compte de 2. Rollins a du mal, hein, évidemment. The Fiend, en fait, fait du no-sell quasiment tout le long. Il y a les Frog Splash, un énorme Frog Splash. The Fiend, il le no-sell. Et là, le stomp, les curb stomp commencent à arriver. Et on a tout simplement un énorme no-sell de The Fiend jusqu'à la fin du match. The Fiend qui va sortir justement, en parlant d'énorme, The Fiend qui va sortir son énorme maillet là, très cartoon, avec lequel il avait déboîté la tête du Rumbling Rabbit. Donc il donne des énormes coups dans les côtes du champion. Rollins parvient à placer quelques super kicks, hein, mais c'est vraiment juste pour faire reculer le grand méchant, puisqu'en fait on est tout simplement dans un film d'horreur avec un Jason de vendredi 13 qui ne veut pas tomber en fait. Donc tu peux juste courir, fuir et le faire ralentir. Et à la fin, on commence avec une avalanche de curb stomp avec The Fiend qui est au milieu du ring. Et Seth Rollins, écoute, je sais pas si tu les as comptés, mais qui a dû placer au moins 5, 6 ou 10 curb stomp. Et The Fiend qui nocelle à chaque fois, qui se relève aussitôt. Enfin, c'était incroyable. Seth Rollins ne comprend pas ce qui se passe. Il est dans un cauchemar éveillé. Il tente alors de placer un pedigree, mais ça ne passe toujours pas. Et du coup, il va chercher les chaises. Il passe à tabac en fait avec les chaises. Il passe à tabac The Fiend, hein, Bray Wyatt, qui reste étendu. Il ne bouge plus. Et c'est à ce moment-là où ça bascule un petit peu. Seth Rollins va récupérer le Sledgehammer. Et là, l'officiel s'interpose. Et c'est le début de la catastrophe pour beaucoup d'entre vous, je sais, qui nous écoutez, puisque l'officiel implore Seth Rollins, lui demande d'arrêter le massacre, puisque The Fiend ne bouge plus. Il lui dit arrête, ne fais pas ça, tu vas le tuer, c'est pas toi, je te reconnais pas, enfin genre t'es mon pote, c'est moi John, je suis l'arbitre, regarde-moi Seth, regarde-moi. Mais Seth Rollins ne peut pas s'en empêcher, il place un coup de sledgehammer et l'arbitre, alors officiellement, arrête le match. C'est pas une disqualification en tant que telle, en tout cas c'est comme ça que la WWE nous le présente, c'est un referee stoppage, hein, il arrête le match tout simplement. Donc il y a un no contest ou il y a The Fiend qui est victorieux, ça je sais pas, peut-être que tu sauras me le dire. Toujours est-il que The Fiend se relève, il chope Seth Rollins, il lui place donc le Mandible Claw et il lui place Sister Abigail, et on a le Mandible Claw qui fait on parlait de capsule magique tout à l'heure. Seth Rollins qui a du sang qui sort de la bouche, visiblement il fait il y a une infection du foie là, il est en train de la rate qui a explosé, et tout ça dans une bronca énorme. On arrête, le show s'arrête, la foule, le public n'est pas content. On a des chants AEW, bullshit, remboursez nos invitations. Les gens n'ont pas kiffé du tout la fin de ce match. Je pense qu'on peut dire qu'il y a eu 2 temps dans ce match. Le match en lui-même, qui était le cauchemar de Seth Rollins, et puis à la fin, cette décision, hein, où finalement on a voulu faire perdre personne. Est-ce qu'il y avait une bonne façon de finir ce match, Chris? Je te pose la question. Ouais, en faisant gagner le film. OK. Alors, C'était catch-up, mes amis. salut Pablo Ketchup, à bientôt. Écoute, Bon, qu'est-ce que t'en as pensé? écoute, moi, je pense que ce match, il avait le potentiel pour être le match de l'année. Et qu'ils en ont. Ça s'est fini dans la bouse. Et c'est bien dommage. Parce que. Alors, moi, si tu veux, j'ai trouvé le match bon, globalement. Mais, il y a 2 trucs qui m'ont chiffonné dans le match en lui-même. OK, alors numéro 1. C'est le numéro 1, déjà, c'est l'abus de curb stomp. Trop de curb stomp, as tué le curb stomp. Je crois OK. qu'il a mis 15 super kicks et il a mis 11 curb stomp en tout pendant le match. Donc déjà, Alors ça, ouais. c'est un énorme problème parce que ça, déjà,
vis-à-vis de la crédibilité du finisher de Seth Rollins, c'est un vrai problème. Tu vois, je comprends pas, quoi. Et deuxième point que moi j'ai pas compris, c'était que finalement tout d'un coup face au Fiend, on décide que Rollins va se transformer en heel. Ça sort de nulle part. Si tu veux, pourquoi pas, hein. Moi je suis pas contre le fait que Rollins passe en heel turn, etc. Mais est-ce que c'était le match où il fallait faire ça? Est-ce qu'il n'y avait pas moyen? Donc si tu veux, ça fait que entre les cordes sur le ring, il y a eu au moins 5 à 7 minutes de trop dans ce match. Il aurait fallu qu'il y ait que, enfin à mon goût, hein, il aurait fallu qu'il y ait que 4 ou 5 curb stomps, pas plus, quoi. Par contre, tu vois, Ouais. pour le coup, de l'autre côté de la barrière, moi j'ai adoré le fait que le film ne vende rien. Ah, le nocelle, il était incroyable. Moi, mais je bondissais de mon Ah, canapé. Franchement, ça ouais, faisait longtemps que j'avais pas kiffé. On était dans un autre monde. On était ça a été avec la lumière rouge. On était dans un cauchemar. On était dans un cauchemar. Alors là, il fallait pousser le kayfabe hyper loin. C'était un peu à l'ancienne. C'était très old school finalement tout ça. Où effectivement, à la façon d'un match parfois un peu old school d'Undertaker ou d'autres catcheurs qui ont des personnages, mais qui sont des personnages irréels, hein, tels The Fiend. Et là, on a eu un parti pris qui était nous raconter le cauchemar de Seth Rollins, qui a probablement été très mal amené en termes de booking. Ça, je pense que ça a pas mal joué dans le fait d'apprécier ou non ce qu'on nous a proposé. Moi, je vais être honnête avec toi, qu'il y ait eu 4, 5 ou 10 curbstones, en fait, ça m'a pas du tout gêné. Il aurait pu en faire 30, que de toute façon, au bout du troisième, du quatrième, et que de toute façon, il est en train de le nocelle. À partir du moment où The Fiend, un catcheur nocelle, un curbstone, mais genre, il n'y a même pas un compte de 1, qu'il en fasse 4, 5 ou 10, ce qu'on veut nous raconter à ce moment-là, c'est que The Fiend, il peut pas tomber à cause d'un. C'est pas un finisher qui va faire tomber The Fiend. Tu vas pouvoir lui en mettre 10, 15, 20 ou 30. Ça va rien changer. Donc, moi, justement, ça m'a pas gêné. Au contraire, je suis rentré un peu. Ça m'a aidé à rentrer un peu dans l'état d'esprit de Seth Rollins, qui était de dire, mais enfin, c'est un cauchemar, c'est une boucle sans fin là que je suis en train de vivre. Comment je vais réussir à sortir de ce cauchemar? Et il a commencé à essayer de trouver des astuces en plaçant Pedigree, toi, donc en faisant revenir des choses du passé, toi. Il a essayé de puiser un petit peu dans son sac à malice là, des techniques pour réussir à mettre à terre définitivement ce super méchant qui était vraiment un super méchant. On en parlait en off sur le Discord. C'était vraiment le méchant de film d'horreur que tu peux pas tuer, que même à la fin, quand tu penses l'avoir tué, à la fin du générique, il revient et c'est exactement ce qu'on a eu, puisqu'à la fin du match, il s'est relevé. À l'Undertaker, quand l'Undertaker se relève, à la manière de n'importe quel gros méchant de film d'horreur, le méchant finit par revenir. Tu peux juste pas le tuer, tu peux juste essayer vaguement de le ralentir. Moi, ça m'a pas du tout gêné, hein, cet enchaînement de Curbstone. Au contraire, moi, ça m'a complètement plongé dedans. Et donc pour moi, ça c'est bon. Après, pour revenir sur ton histoire, effectivement, je sais pas vraiment qu'est-ce qui te fait dire qu'en fait on a voulu montrer un Seth Rollins qui il turn. À quel moment tu trouves qu'il y a eu cette bascule-là? Oh bah moi, pour moi, la bascule, elle a commencé à la moitié du match quand effectivement on a commencé. Parce que, si tu veux, ça fait Hilton parce que c'était sûr que le public, il allait chier ça. Le public, il a détesté ça, hein. C'était pas, tu vois, et c'était pas fin, hein. C'était le public, dès la moitié du combat, il commence à envoyer des chants anti-Seth Rollins, j'allais dire, on se croirait presque dans un truc politique, quoi. Mais Ouais. si tu veux, ça a pas plu du tout, quoi, à la foule. Tu te rends compte, il nous est vendu comme un top babyface à mort. Il affronte un méchant ultime de film d'horreur, comme tu dis, et ça se passe de cette manière-là. Donc le no sale, c'était vachement bien cette idée-là, mais il fallait pas la surexploiter. Et ça n'a fait que Ouais. monter petit à petit les champs anti-Rollins, et c'est devenu n'importe Est-ce que quoi. tu penses pas que c'est moi en fait quand j'ai entendu les chants et les huées et tu vois c'est marrant parce qu'en fait justement j'ai trouvé alors en mettant de côté la raison pour laquelle les gens ont commencé à huer Rollins, j'ai trouvé que justement cette bronca énorme qui s'est mis en place avec en fait, je l'analyse un peu comme le match de Reigns contre le Taker. Je dirais effectivement tout était bancal, tout arrivait un peu n'importe comment et du coup mais j'essaie de voir un petit peu le comment on peut vivre le match là. Effectivement, la raison pour laquelle toutes ces huées, cette bronca est arrivée sur Rollins,
et indépendante en fait du booking du match. Tu vois. Comme tu me dis, c'est pas quelque chose qui était forcément prévu, j'imagine, toi. Moi, je pense Mais pas. par contre, ça a contribué vraiment à ce côté cauchemar. En fait, Rollins, non seulement il n'arrivait pas à mettre à terre euh, The Fiend, mais en plus, la foule se retournait contre lui. Donc, c'était le cauchemar ultime où il se retrouvait, mais face à voilà, plus personne, enfin, tout le monde le détestait et il n'arrivait pas à battre le grand méchant. Et j'ai finalement, ça a contribué, j'ai trouvé, pour moi en tout cas, à apprécier ce match. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'effectivement, je pense qu'en fait, si les gens commençaient à huer Rollins pendant sa distribution généreuse de Curbstone, c'est parce que les gens ont commencé à pressentir que peut-être Rollins allait gagner. Toi, ils se sont dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Là, Rollins, il distribue les Curbstones, il va se passer un truc, enfin, il va peut-être gagner, toi, il va peut-être trouver un truc, ou alors, enfin, la fin va pas nous plaire, toi. Et que c'est pour ça que je pense que il a commencé à avoir ces huées, c'est parce que les gens, ils voulaient pas voir Rollins réussir à s'en sortir. Donc, effectivement, une fois que ça, là, la bascule a commencé, effectivement, à ce moment-là. Ouais, et puis moi j'ai du mal à penser quand même que la WWE avait envie, après sa première sur la Fox le vendredi, son main event de pay-per-view, terminé sous des sauts de merde, quoi. Ah bah non, j'espère pas, parce que si les mecs font ça, c'est qu'ils sont cons. Non, non, clairement, de toute façon, ça a été très mal géré depuis le début. Hein. On n'aurait jamais dû, comme tout le monde le dit, si on voulait faire perdre personne, il fallait pas les mettre en face, ces mecs-là. Mais oui, voilà, fallait commencer par ça, je suis bien d'accord. Mais si tu veux, après, et tu te rends compte, là, on est en train de juste de parler des faits saillants du match en lui-même, alors que finalement, le pire va se passer sur la fin, donc, parce que déjà, dans un Hell in a Cell match, qui est la stipulation ultime de la WWE, qui termine par un no contest, on sait pas trop comment. Au tout début, on se dit, ah, c'est une DQ. Alors déjà, avec une DQ, tu te dis, mais non, mais une DQ dans un Hell in a Cell match, mais non, c'est pas possible, quoi. Et au final, ça termine avec un no contest. Mais en fait, ça se termine pas du tout là-dessus, quoi. Et moi, finalement, j'ai pas aimé non plus ce qui s'est passé après, quoi. C'était, j'ai pas, voilà. Alors déjà, bon, qu'on fasse venir comment dire, le truc des ambulanciers avec le brancard et tout, mais Ah oui, ouais. là, on est en train de tomber dans quoi là? Parce que l'overbooking à la fin, là, il a été dans toute sa mesure. Et si tu veux, pour moi, enfin là, c'est vraiment pas du tout passé, quoi. J'ai trouvé ça complètement pourri. Voilà, le blade job, on n'en parle même pas. Et finalement, ça a été complètement phagocyté par le public qui était mais dingue, dingue. Les, Ah ouais. les 3 dernières minutes du main event se terminent même pas des sauts de merde là, mais sous une constipation générale du public, quoi. Il y a eu il y a eu AEW, il y a eu Ring the Bell, il y a eu Start the Match, il y a eu Ouais. Bullshit, mais ils ont eu la totale, quoi. Franchement, je te jure, je peux pas croire que les officiels de la WWE se sont pas dit quand même, dans la gorilla position, se sont pas dit, oh là là, non mais là on a totalement déconné là. Là on est passé totalement à côté d'un truc qui, moi je le répète, pouvait être le match de l'année. Ah bah, il y avait tout été réuni. Un personnage énorme qui a réussi à embarquer la foule depuis des semaines. Une grosse stipulation. Voilà, il y avait clairement tout. Non mais oui, enfin là, ils sont fait plus. Overbooking, comme tu le dis. Pourquoi faire simple quand on peut faire très, 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 très compliqué? Je suis d'accord avec toi, tout le passage avec les ambulanciers, avec le brancard et tout. Enfin, voir The Fiend avec un brancard à côté, des mecs qui essayent de le mettre dessus, ça c'est pas possible. Ça Ouais, effectivement, ça, je suis d'accord, on peut pas faire ça. tu parles. On peut pas essayer de comment dire, rendre humain ce genre de personnage au bout de sa deuxième apparition officielle, quoi. Ça c'est juste pas possible. Bah oui, non mais c'est une évidence, quoi. Enfin, je comprends même pas qu'il n'y a pas eu de réflexion à ce niveau-là, quoi. Il en aurait été à son 10e, 15e, 20e combat. Ouais, ok, d'accord. Mais le gars, c'est son deuxième combat, quoi. Deuxième. Et on nous sort le brancard parce qu'il s'est fait empiler des chaises. Dans Un un match à Hell in a Cell, ouais, c'est clair. Innocent et une trousse à outils. Enfin, je veux dire, c'est dingue, quoi. C'était incompréhensible. Je pouvais pas y croire. On était dans le main event, on était pour le titre universel. On est avec un personnage qui est construit depuis des semaines et des semaines. Non, mais non, tu fais pas ça, quoi. Tu fais pas ça. Mais moi, je vire le booker qui a mis ça en place. Et je me dis,
J'espère que c'est pas Heyman qui est derrière tout ça, parce que là, il s'est craché comme il faut, quoi. Ouais, de toute façon, c'est un crash à tous les étages. King est scénariste, hein, clairement. Voilà. De toute façon, le feu vert, c'est Vince McMahon, mais après, si derrière, on va savoir quelles ont été les idées pitchées par les mecs. Donc, Ouais, de toute façon, que ça soit la faute à Robert ou la faute à Jacques, au final, effectivement, on peut juger que sur le résultat, et le résultat, effectivement, est très, très, très contestable sur beaucoup de niveaux. Effectivement, on est quand même, comme tu l'as dit, je pense que c'est ça la grosse frustration, c'est que une fois de plus, presque, on nous a retiré un match de l'année potentiel, genre un match qui aurait été référence sur toute une décennie, voire des générations, qui aurait vraiment bâti le personnage de The Fiend. Hein, pourquoi, effectivement, ne pas lui avoir donné la ceinture? Enfin, qu'est-ce qui les retenait? ouais, Qu'est-ce qui les retenait? tu vois, c'est pour un personnage qui commence comme ça dans le ring, en plus, ça l'aurait fait rentrer dans la légende, quoi. Ouais. Tu vois un peu comment être mis over, là, voilà, c'est un cas d'école dans le catch, quoi. Comment mettre over un catcheur que tu veux faire bien paraître, bah voilà, tu le fais gagner dans un match. Ça serait passé avec une victoire clean, avec un film qui se relève des chaises de la trousse à outils du Sledgehammer et puis qui finalement aurait chopé Seth Rollins à la gorge et puis il y aurait eu un blade job et puis tout le monde aurait été content. Voilà, le film il aurait piné Rollins et derrière tout le monde aurait dit putain c'était le match de l'année ce truc-là, quoi. Ça aurait été la folie, hein, Non, mais, en 5 minutes, on a changé complètement les réactions qui auraient pu ah non, être mais là, provoquées par le public. la salle des Kings, là, elle aurait été en feu au sens du terme. Et ça aurait Ouais. été bien de terminer un pay-per-view sur un truc pareil, quoi, tu vois, avec une salle en feu. Et voilà, et la mystique du Fiend avec la ceinture, voilà, enfin, pour moi, ça s'écrivait, mais tout seul, ce machin, là, tout seul. Et à la fin, ils ont fait un truc. Alors, au final, est-ce qu'ils veulent de la polémique, de la controverse? Mais pour moi, c'est vraiment c'est de la merde, quoi. C'était raté. Voilà. Oui, il n'y a pas trop de polémique ou de controverse sur un tas de merde. Hein. C'est un tas de merde et puis c'est tout. Ouais, voilà. Je veux pas, si on commence à débattre sur un tas de merde, c'est qu'effectivement, on a du temps à perdre. Bah justement, le temps s'achève. Le temps s'achève pour nous, Ah, chères auditrices, chers auditeurs. C'est l'heure du mot de la fin. Mon bon Chris, si tu veux bien nous partager ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît. yes. Et bah écoute, Flop, bah, il va aller justement à cette fin de main event totalement cohérente. Enfin, tout ce qu'on vient de dire là à l'instant, je vais pas me répéter. Ou Hmm. nous répéter. Voilà. Enfin, vraiment vraiment une grande déception. Et quand tu termines un pay-per-view sur une méga déception comme ça, là, bah, tu te dis, ah ouais, mais là, c'est pas possible. Tu viens de t'engouffrer 3 heures de catch et tu termines sur un truc pareil. Tu te dis, non, non, mais c'est pas vrai, quoi. Vous vous foutez de ma gueule, la WWE. Mercredi soir, je serai devant la AEW et puis voilà, quoi. Bravo les gars. Vraiment trop déçu par trop déçu par ce main event, quoi. D'un match dont j'attendais énormément. Donc voilà, au final, voilà, mon flop va aller là. Mon top va aller à Sasha Becky, qui a été un vrai match à l'In Cell. Voilà, un vrai de vrai. Et c'est les filles qui l'ont donné. Je vais même dire que le top, je le donnerai non seulement à Sasha Becky, mais j'ai presque envie de dire que c'est les filles qui ont tenu le pay-per-view dimanche, puisqu'il y a eu 3 matchs féminins. Et même si le Bailey Charlotte est le numéro 3 dans la liste parce que c'était le plus faible, mais le match par équipe était bon. Et le Sasha Becky était excellent, quoi. C'est un 4 étoiles et demi que je donne aux filles à Sasha Becky Ah pour. ouais. Ah ouais, ouais, moi j'ai adoré ce match. Vraiment Ouais, il l'opposé. était bon. Pour moi, ça a été sans aucun conteste le meilleur match de la soirée. Pour moi, c'est le show stealer. Et ma note, c'est vachement compliqué, hein, parce que Ouais. C'est dur là. Hein. c'est dur parce qu'il y a, voilà, il y a 3 bons matchs, on va dire. Après, il y a du remplissage. Après, il y a le crash industriel du main event. Et voilà, et j'ai envie de sanctionner la WWE quand même, quoi, pour cette foutue de notre gueule un peu là. Ouais. Et du coup, je vais mettre la moyenne et ils peuvent remercier je vais mettre un 2,5 et ils peuvent remercier les femmes parce que c'est grâce aux femmes que je leur mets la moyenne. Sauvé par les femmes. Ouais, dis donc. Eh ben, ils s'en sortent bien parce qu'une sanction de Chris qui se termine avec la moyenne, c'est qu'il s'en tire à bon compte. Je pense que c'est le dernier avertissement là. Ah ouais, ouais, parce que là, s'ils nous ressortent un truc comme. Et je suis très très inquiet à l'idée de Cronjoul. Hein. Ah, Cronjou, Cronjou, alors là, c'est en dehors
de l'univers, je pense qu'il faut plus trop se poser de questions avec Crown Jewel, hein. Je vois pas quelle inquiétude tu peux avoir par rapport à Crown Jewel, parce que il faut pas trop se prendre la tête avec ce pay-per-view, je pense. Ah ouais, les pay-per-view de l'Arabie Saoudite, de toute façon, jusqu'à présent, on peut pas dire que ça nous ait fait rêver. Non, non, non. Et du coup, bah écoute, moi en ce qui me concerne, moi mon flop, je vais le donner. Je vais le donner au match Bayley contre Charlotte. J'ai vraiment pas aimé le storytelling où effectivement on a eu une histoire de Bayley qui a essayé d'affaiblir Charlotte et Charlotte qui est un peu nocelle aussi. C'était vraiment un match très trop moyen et qui voilà, qui était vraiment pas à la hauteur. Donc pour moi ça c'est mon flop. Et mon top, bah écoute, mon top, je suis obligé en fait. Je vais quand même le donner au main event, alors au match, en fait, tout ce qui est avant, en fait, hein, avant la décision de l'arbitre. Ouais. Avant la décision de l'arbitre, pour moi, j'ai adoré. En fait, je l'ai vécu ça, j'étais comme un gamin face à ce match-là. J'étais dans ce match rouge où tu avais l'impression de regarder un truc avec une caméra infrarouge, tu sais, que tu regardes avec le caméscope, que tu es dans la nuit à te faire peur. J'ai aimé l'histoire qui était racontée de ce cauchemar un peu vivant, là, Seth Rollins qui est pris au piège, en fait. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'enchaînement de Curse Tomb, puisqu'à bout du troisième et du quatrième, de toute façon, j'avais accepté. Donc, c'était particulier, mais y avait une histoire et je trouvais qu'elle était assez bien racontée quand même, cette histoire. Et puis effectivement, à la fin, c'est patatras, mais malgré tout, j'ai vécu pendant 10 minutes. J'ai vécu pendant 10 minutes une expérience assez originale, loin des sentiers battus de la WWE. Et bah, je vais pas bouder mon plaisir, je vais me donner mon top. Mais voilà, voilà. Après, il s'est passé des choses qu'on peut effectivement regretter. Et ma note, c'était quand même pas un bon pay-per-view, il faut se l'avouer. Tous ces matchs de weekly là qu'on fait du remplissage. Moi, je te dis, hein, j'avais jamais fait ça en fait, de zapper autant le contenu d'un pay-per-view, de le regarder en 2 fois pour me concentrer sur les matchs qui avaient été annoncés. Du coup, je vais lui donner quand même un 3 sur 5 à ce pay-per-view parce que il y a eu des gros matchs, en particulier celui dont tu as parlé, hein, l'opener, et que finalement, tous ces gens-là qu'on a rajoutés un peu à la dernière minute s'en sont plutôt bien sortis. Donc, je vais donner un 3, mais il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter de plus booker les pay-per-view. Il faut arrêter de rajouter des matchs à la dernière minute. Et il faut arrêter de ne pas donner au public ce dont il a envie et ce dont il a besoin. Puisque il y a un moment où ça passe plus, quoi. Il y a un moment où ça passe plus. Donc j'espère que là-haut, ça réfléchit beaucoup. Et surtout, ou peut-être que ça arrête de trop réfléchir à Stamford. Je sais pas ce qui se passe, mais on se prend un peu trop la tête, j'ai l'impression. Donc on va essayer de faire les choses les plus simples, n'est-ce pas, mon Chris? Ouais, espérons ça pour l'avenir, ouais. Bon, allez, on vous rappelle, hein, Catch Up, c'est votre podcast qui résume l'analyse des shows de la WWE. On va essayer de vous analyser dès que possible les weekly. En tout cas, vous pouvez nous suivre, c'est tout simple, hein, pour ne manquer aucun épisode. Soit vous abonner sur YouTube, soit vous abonner en audio sur toutes les plateformes d'audio, iTunes, PodCloud, Google Podcast, Spotify, Deezer. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur le Discord. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à venir partager ce que vous avez pensé. Tout le monde a un avis sur ce main event. Je suis impatient de découvrir le vôtre, si vous avez kiffé ou pas. Je pense que beaucoup de gens n'ont pas kiffé, mais dites-le. Si vous avez kiffé, justement, dites-le. Donnez-nous votre note, votre flop et votre top. Et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut mon bon Chris, à très bientôt. Salut IRM. Et on vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut peuple de catcheurs. Un cauchemar pour Seth Rollins. Un cauchemar pour les spectateurs.